ensemble pour partager avec vous des questionnements autour du corps et du numérique. Donc moi je me présente, je m'appelle Hugo Bain, je travaille pour la ville de Rennes et la métropole sur le numérique. Alors je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un roi des réseaux, je ne suis pas un roi du code, je suis un roi de rien du tout. Par contre ce qui m'intéresse beaucoup c'est en gros tous ces trucs-là dont on parle beaucoup, qu'on pratique beaucoup, qu'on a parfois du mal à cerner dans leur contour. Donc je pense notamment à nos usages des téléphones mobiles, de l'ordinateur, je pense bien sûr à Internet. Tout ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment faire pour que ça ne nous desserve pas, voire que ça nous serve, et qu'on vive bien avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les questions qui nous intéressent, et qui m'intéressent au titre de ma mission. Ce ne sont pas des questions purement techniques, mais des questions, en fait, on va dire, d'impact sociétal des usages de ce numérique. Donc sur le corps et le numérique, c'est trop vaste pour une demi-heure. Donc nous, on a choisi un angle à partager avec vous sur cette question, parce qu'on aurait pu parler du sexe, d'accord? Le sexe et le numérique, c'est quand même une belle histoire, et le sexe et le corps, c'est quand même le début de notre histoire. Donc on ne va pas le faire sur le sexe, désolé. On aurait pu le faire sur l'avatar, d'accord? Plus de 300 millions de personnes qui jouent aujourd'hui plusieurs heures par jour, connectés ensemble dans des environnements 3D avec des corps virtuels, souvent assis sur une chaise. Donc on aurait pu parler des rapports de ces corps-là. On le fera une autre fois, d'accord? On va se poser une question qui est une question qu'on veut partager avec vous, parce que pour nous, il n'y a pas assez de débat autour, qui est afférente en fait au fait que l'Internet, il est plus dans les écrans d'ordi. Donc il a commencé à débouler dans les universités. Ensuite, il y a eu l'ordinateur personnel, il a déboulé chez nous sur les écrans d'ordinateur. Maintenant, on a les smartphones, et puis il est dans nos poches. Et puis ensuite, on a nos box Wi-Fi à la maison qui commencent à arroser nos téléviseurs. Et puis nos lecteurs MP3, et puis nos tablettes. Et puis en fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, et à très très grande vitesse, c'est qu'on va passer d'un nombre d'objets et d'humains qui utilisent ces objets de l'ordre de 2 à environ 2 milliards aujourd'hui en très peu de temps, qui sont connectés à un bidule qui s'appelle Internet, et à un très très grand nombre de petits trucs connectés autour de nous. Plein de trucs. Donc quand je dis des choses connectées autour de nous, c'est pas des ordinateurs, c'est pas des tablettes, c'est pas des téléphones mobiles. D'accord? Ces objets, c'est des objets qui vont être connectés avec des puces qui valent moins d'1 euro et qui se mettent dans des grippins, qui se mettent dans des boucles d'oreilles, qui se mettent dans des tas de choses. Donc Apple va sortir une montre, Google va sortir des lunettes, d'accord? Et en gros, on va être entouré, d'accord? Les portiques de métro, les ascenseurs, les caméras de vidéosurveillance, c'est déjà le cas, d'accord? Tous ces objets vont être maillés dans un réseau. Et en fait, il faut bien se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui arrive à très grande vitesse. Donc aujourd'hui, les estimations varient entre 20 et 50 milliards d'objets connectés autour de nous sur Terre dans moins de 8 ans. Ça, c'est à peu près l'horizon. Je n'ai pas vu beaucoup de débats sur ce qu'on voulait que les objets suivent de notre corps ou la manière dont notre corps veut contrôler ces objets. Une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est de passer direct au suivant. Dans l'écran, c'est pas la peine d'avoir un... Pardon. C'est le fait que pour l'instant, on n'a pas eu le temps de vous faire une démo de contrôle cerveau-ordinateur, alors que l'équipe la meilleure d'Europe se trouve à Rennes, pas très loin d'ici, sur Beaulieu, et qu'on l'a déjà fait. Pour l'instant, c'est le corps qui va être un outil majeur d'action et de contrôle de l'individu vers des réseaux, et puis les réseaux sur les individus. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir allumer, éteindre la lumière, piloter à distance ma maison, qu'une porte refuse de s'ouvrir ou pas devant moi, et l'interface, ça va être peut-être le mobile que j'ai dans la poche, puisque la carte de bus aujourd'hui, avec sa petite puce, elle passe dans mon mobile, mais ça va être peut-être un bracelet, ça va être peut-être un vêtement communicant, ou ça va être peut-être autre chose. Et donc on va parler un petit peu de ces options qui sont intéressantes, étant donné que ce n'est pas du tout de la science-fiction, mes chers amis. J'espère bien vous faire frémir et réagir. Donc pour redescendre sur des choses très prosaïques, on va commencer avec une boîte de chocolat, Patrick Bouchin et Mademoiselle. Une boîte de chocolat, c'est quoi? Pas là, tout le monde dit qu'on écrit comme ça des chocolats. D'accord? Donc ici, je vous en prie, pas devant l'écran. D'accord? Alors maintenant, Patrick, prenez la main de Mathieu. Patrick, voilà, comme ça, bien fermement. Voilà, prenez la main avec la main gauche. Voilà, ok. Donc là, on va faire un premier test.
est bien conducteur. Donc je vais pas osé vous faire vous embrasser parce qu'avec plus d'humilité, c'est encore mieux. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a. On peut mixer. Voilà. Donc on peut mixer Patrick. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on mixe Patrick. D'accord. Laurette, donc, mon cœur. Là, avec cette petite boîte de chocolat, en fait, on va vous expliquer Ah, ça marche pas le bras gauche. Ah ouais. J'empêche mon cœur. Allez-y avec moi. Ah, je tiens pas. Vas-y. Ah, bah c'est le touche madame. Touche madame. C'est pas Ah, il y a pas de s'est touché. C'est pas que pertinent. Ah. Donc là, on veut illustrer un premier truc avec ça. Le rejette. Il est passé. Ça marche pas. C'est pas séché. Alors pourquoi on vous montre ce C'est l'âge. C'est bon, Patrick. Vous pouvez revenir à votre place. On va regarder ce qu'on fait. Un peu de chocolat. Alors, on va essayer de partir de cette boîte de chocolat pour se faire peur. Alors d'abord, on ne va pas se faire peur, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte de chocolat. Dans la boîte de chocolat, il y a pour à peu près 3 € d'électronique avec une pile d'un volt 5. Donc l'originalité de ce circuit, on doit à M. Joe Silver, qui vient sur le partage sur Internet sans brevet pour que tout le monde puisse le fabriquer, c'est que ce circuit-là, il est optimisé pour se fermer avec des corps humains. Donc il est optimisé pour fonctionner avec la capacité de conduire de l'électricité qu'il y a dans nos chairs. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un premier mode, si tu veux bien passer sur l'image suivante, qui va nous amener ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a une branche assez perturbante autour du corps et du numérique, qui est partie des gros progrès qu'il y a eu dans la médecine autour des implants. Donc quand je vous parle des implants, je ne vous parle pas des bébés. Hein. Je vous parle d'implants dans lesquels les puces, elles sont dans les gens. Donc vous savez sans doute qu'il y a une partie de la jet set qui peut rentrer dans certaines boîtes de nuit avec ça. Vous savez peut-être moins que pour certaines sociétés qui travaillent pour la défense américaine, les salariés sont obligés d'emporter pour passer les portiques de sécurité. Et vous savez sans doute encore moins qu'aujourd'hui, il y a un débat sur Internet et qu'il y a des fondations qui sont soutenues par des entreprises privées à hauteur de centaines de millions de dollars sur ce qu'on appelle le transhumanisme et la singularité. Ça, c'est quoi? C'est le fait de dire, eh ben, pour piloter les objets qu'il y a autour de nous, eh ben, en gros, on va faire des super humains qui vont être augmentés numériquement. Et ça, c'est quelque chose quand même qui peut faire peur. C'est-à-dire qu'une première question, c'est que demain, dans cet environnement numériquement maillé, on peut outiller l'espèce, outiller le corps en le modifiant, d'accord, pour que ce corps circule, et en fonction de l'endroit où il circule, on va savoir que c'est moi. On va savoir par exemple que j'ai le droit de passer cette porte, d'accord. On va savoir que j'ai payé ou pas mon entrée de métro. Ça va me permettre de piloter mon téléviseur, ça va me permettre de l'allumer avec automatiquement mon profil Facebook. Et ça, mes chers amis, c'est pas du tout de la science-fiction. Donc aujourd'hui, si j'imagine que cette pièce, par exemple, dedans, j'ai 1 millier de capteurs, et que ces capteurs-là, ils aient des usages publics, d'accord, eh bien, il y aura des usages publics, des usages pour ceux qui ont certains types d'implants, ont des droits dans leurs implants, et des gens qui ne les auront pas. Alors vous allez me dire, les délires, c'est terrifiant. Ça, c'est le mois dernier, d'accord, Web Expo, financé par l'UNESCO, Paris, premier prix, une chinoise, pour ce superbe tatouage électronique, d'accord, communicant, qui d'ailleurs est à l'étude évidemment pour son implantation intradermique, donc sous la peau, et fait l'équivalent de ce que font la totalité de vos cartes à puce quand vous vous promenez. Donc première option intéressante, dans cet espace maillé d'objets, qui contrôle et qui débat aujourd'hui de la modification de nos corps dans leur propre intégrité, de qui peut le faire, qui ne peut pas le faire, est-ce que c'est ceux qui ont de l'argent qui le font et comment, et pour qui. Marché estimé à quelques centaines de millions de dollars dans les années qui viennent. Premier débat citoyen, du corps et numérique, l'intégrité du corps ou non, jusqu'où, comment, et comment on l'a toléré, ce qui là, c'est une question historique et pas une question d'actualité ou liée purement numérique. Histoire de vous faire peur, sachez également que Google, et vous pouvez l'utiliser lui-même en tapant Google Glasses, sort des lunettes de réalité augmentée caméra l'année prochaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je mets mes lunettes et
je vous vois. D'accord? Si je mets des Google Glasses et que par exemple, j'ai des membres parmi vous de mes réseaux sociaux dont j'ai la photographie, eh ben, je verrai peut-être leur statut écrit sur leur tête, parce que la caméra qui m'enverra sur l'écran, ici, sur ma lunette, ma vision, est celui que j'ai sur mon portable, donc je vais le braquer autour de moi avec l'image réelle. Donc j'ai une incrustation avec la reconnaissance de visage, la position GPS, l'orientation du téléphone, qui s'appelle la réalité augmentée, directement dans les lunettes. Elles sont aujourd'hui en pré-vente à 1 500 $. Si vous êtes sélectionnés, sortiront en janvier prochain, câblés sur la totalité des services de réseaux sociaux qui sont connectables à Google. Ça va concerner la question du partage de la ville avec un corps outillé d'une nouvelle manière. Donc ça pose une question de partage de l'espace public. Qui voit quelle ville, pour qui, à quel prix, comment. Là, on va se faire encore plus peur. Sachez également qu'un gros problème qu'on avait pour les lentilles de contact comportant des écrans de petite taille, en voyant directement l'image, c'est la profondeur. D'accord? Si je suis trop près, je ne vois pas. Heureusement ou malheureusement, ce problème a été réglé il y a environ 6 mois. Et aujourd'hui, nous avons les premières lentilles, d'accord, qui sont capables directement de afficher, d'accord, ces contenus multimédia. Et ces contenus multimédia, vous allez dire, la lentille ne peut pas contenir le GPS, l'orientation de mon corps et tout, il n'y a pas besoin puisqu'elle communique avec le téléphone qui lui fait le boulot. Donc ça pose des questions d'égalité, d'inégalité, de partage, de contenu. Et ça pose des questions aussi qui sont liées à l'intégrité du corps. Et ça pose des questions très anciennes qui sont liées au mythe du surhomme. Par exemple, à avoir des implants qui vont prolonger ma vie. À avoir des tas de choses comme ça. L'autre chose que je mentionne avant de passer à l'expérience 2, c'est le fait qu'actuellement, il y a un rapprochement très fort, non seulement entre le numérique et le corps, mais entre le numérique et le vivant. D'accord? Donc vous savez par exemple qu'aujourd'hui, on est capable on a inventé une espèce d'alphabet pour lire les codes génétiques, l'ADN. Donc c'est une espèce d'alphabet, d'accord? On met des échantillons et puis on a quelque chose, on est capable de rapprocher pour dire par exemple c'est 2 feuilles du même arbre. Mais on est capable de l'écrire aujourd'hui, et ça c'est récent. On est capable ce qu'on appelle de le séquencer. Séquencer, c'est quand on fait de la musique, je fais... Et puis je vais le faire avec différents instruments dans le même rythme. D'accord? Et bien là on séquence de l'ADN. Ce qui est intéressant, c'est que quand on séquence de l'ADN, on peut prendre par exemple le contenu de Wikipédia et on peut aujourd'hui le stocker dans de l'ADN. Donc ça, c'est un premier rapprochement du numérique et du vivant. Le deuxième rapprochement, c'est qu'il y a des structures vivantes qui répètent des formes dans des logiques. Si par exemple j'ai un embranchement qui va toujours faire 2 branches, j'ai une machine à calculer qui multiplie par 2. Et bien aujourd'hui, on est capable de faire les premiers ordinateurs biologiques. La troisième chose qui est intéressante, c'est qu'on est capable d'alimenter électriquement des dispositifs électroniques avec l'électricité qu'on a toujours eue et que même un chat ou une souris a dans le corps. Donc autrement dit, il y a un certain nombre d'ingrédients qui fait qu'il peut être opportun, c'est une question sur le rapprochement. Bonjour, bienvenue. Donc, autrement dit, une première question qu'on aimerait poser, c'est aujourd'hui, où est-ce qu'on débat de jusqu'où on peut aller dans l'augmentation du corps, sa modification avec le numérique, l'égalité ou les inégalités qui en découlent, et les limites de ça. Donc ça, c'est une première piste sur laquelle il y a pas mal de choses qui sortent aujourd'hui, qui se rapprochent de plus en plus d'une proximité avec notre corps. Donc on a eu l'ordinateur, on a eu le mobile, et là on a le bracelet, la commande musculaire, un précommande à 140 € pour son million, très intéressant pour les handicapés, qui va permettre simplement avec les mouvements des muscles du bras de piloter les ordinateurs, etc. On a donc les lunettes, et puis on a des dispositifs qui se rapprochent de plus en plus de l'intérieur du corps avec des implants. On continue. Donc première question, jusqu'où on va aller en multipliant et en augmentant le corps pour interagir avec notre environnement, notamment numérique. Puisqu'en gros, aujourd'hui, c'est des télécommandes, d'accord, qui permettent de piloter des objets. Donc si par exemple, je suis en mode, je fais un mode vacances, et dans ce mode vacances, je veux que la cafetière se mette en route qu'à 10h30, d'accord, et que mon grille-pain se mette en route et que la télé s'allume sur telle chaîne, et bien quand je vais rentrer dans la pièce, le dispositif va dire ok, je suis en juillet, donc je fais tout ça parce qu'il est dans la pièce. Ça peut se faire parce que je le détecte par rapport à ce qu'il porte. Il peut le porter dans son corps. Ou alors ça peut se faire autrement, et on va voir le autrement tout de suite. Expérience. Donc, souvent quand on parle de ça, et qu'on dit oulala, ça y est, il y a des gens qui achètent aux États-Unis des implants haut de gamme pour
être détectés par leur maison, communiquer avec leur mobile, rentrer dans des zones VIP, dans des gated communities, etc. Ou même des gens qui lèvent des fonds actuellement pour vivre plus vieux que les autres, ou dormir moins, etc., avec des implants électroniques. On dit, eh ben, ce qu'il faut quand même, c'est arriver à sacraliser quelque part l'intégrité physique de tout le monde en disant qu'il ne faut pas aller trop loin. Et il y a des limites, et si ce n'est pas usage médical, par exemple, on va garder nos corps intègres. Or, en gardant nos corps intègres, on peut aussi piloter 20 à 50 milliards d'objets. Et ça, d'une manière très simple, dont on peut illustrer le principe qui est bien connu. T'es prêt? T'es prêt? Vous voulez bien venir? Alors, j'en profite pour donner les crédits, parce qu'ici, il y a les bénévoles, qui sont glorieux. D'accord? Donc, Mathieu Denis, moniteur École européenne supérieure d'art de Bretagne, donc les Beaux-Arts en clair, qui assure le monitorat au LabFab, laboratoire de fabrication numérique de Rennes, ouvert à tous, sans condition ni de ressources, ni d'origine, ni de quoi que ce soit. Et donc Mathieu qui est venu ici assurer la régie. Et là, ce qu'on va montrer, en fait, c'est une installation qui est en cours de réalisation par Thomas Neige et Alexandre, ton nom déjà, Alexandre Berthaud, d'accord, qui s'appelle Émergence et qui sont en train de créer avec un danseur, d'accord, Monsieur Nantel, ils vont le prénom, j'arrive jamais, Jean-Benjamin, Pierre-Benjamin Nantel, Alexandre Berthaud et Mathieu Denis, avec Thomas Neige. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Allez. Donc, là, madame, d'accord, contrôle, vous le voyez, le son d'une autre manière que tout à l'heure. Là, on contrôle du son, on ne touche rien, d'accord. Donc là, elle contrôle, elle augmente, elle ralentit le son, elle dilate, elle contracte la boue, ok. Donc elle contrôle un objet numérique. C'est une installation qui sera en fait complétée et qui réagira au mouvement d'un danseur d'ici à cet été, dans le cadre d'une performance. Yes. Merci beaucoup. Ok, on a aussi un contrôle sur un son. Tout à l'heure, quand je mixais Patrick Bouchin, j'avais un contrôle sur un son, mais quelque part, on faisait partie d'un circuit électronique. C'est-à-dire qu'en gros, pour le circuit électronique, il y a un machin, un bidule, un humain, un machin, un bidule. Si le circuit est fermé, je peux réagir. Oui, parce que je n'avais pas. J'expliquais qu'on peut avoir quelque chose qui va très loin et très inquiétant, et qui est une piste étudiée sérieusement aujourd'hui dans l'outillage des humains pour piloter cet environnement maillé d'objets communicants. Là, madame n'est pas outillée. En termes d'outils électroniques, elle n'a pas de télécommande dans la main pour piloter la sphère, d'accord? Elle n'a pas de clavier, elle n'a pas de souris, elle n'a pas de manette de Wii. Elle n'a pas de téléphone mobile qui pilote l'installation. C'est l'installation, ici la Kinect, qui est un outil en fait qui vaut environ 120 ouais, assez cher, hein, dans les 150 € et qui est vendu avec les jeux vidéo, vous savez. C'est un truc qui vous permet de sauter dans votre salon, danser, etc. Ce truc-là, il a été hacké, détourné, versé sans propriété intellectuelle. Les gens ont versé la manière de le détourner, on a fait des tas de trucs avec. Ce qui est rigolo, c'est que là-dedans, il y a quoi? Il y a un microphone, donc ça entend. Il y a une caméra, donc ça filme. Il y a des lasers et de l'infrarouge, il y a des trucs qui permettent de mailler tout ce qu'il y a devant, donc c'est capable de savoir si on est près, si on est loin, etc. Et puis derrière, il y a un truc qui est fait pour reconnaître les corps et les postures des corps. Donc, ce qui est très amusant, c'est que ce truc-là, par exemple, il est capable d'augmenter et baisser la puissance d'une discussion devant son téléviseur entre deux joueurs, en fonction du fait que le joueur il s'éloigne pour prendre une bière dans le frigo. Il localise le visage du joueur, et il sait que le joueur ne le sait pas. Il sait que quand le joueur va vers son frigo, il faut augmenter le son, parce que son visage est loin. Et là, il faut le baisser pour avoir un volume constant. Donc il sait combien vous êtes assis sur le canapé. Par contre, ce qui est amusant, c'est que là, on pourrait présenter les choses autrement et je pourrais vous dire, ah, on va quand même rester des humains, pas se mettre de l'électronique dans la tête, ni des implants, ni permettre aux riches d'en avoir et pas aux pauvres, et on va être tranquille. Mais non.
Parce que si on sacralise le corps, et bien de toute façon, il y aura quand même ces milliards d'objets communicants autour de nous. Et pour les piloter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir reconnaître les corps. Donc on va reconnaître que je lève la main, que je baisse la main, et que je suis moi. Et pour reconnaître que je suis moi, on va utiliser ma voix, mon visage, la biométrie, et tout ce qui peut se faire sans contact physique. D'accord? Or aujourd'hui, il y a une maturité extrêmement forte de ces technologies. Le fait de voir un truc comme ça, qui est capable de reconnaître des attitudes de bras, de jambes, qui peut reconnaître le nombre de personnes qu'il y a dans une pièce, qui est capable de faire de la reconnaissance de visage, qui de toute façon est câblé, est net, et peut envoyer les informations pour qu'elles soient traitées par les ordinateurs, pour savoir qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, à moins de 200 €, ça veut dire qu'il y a une progression très forte. Donc là, il y a une chose, une deuxième question. Non, voilà. Il y a toujours besoin du doigt quand même pour faire... Ça, c'est beaucoup plus bateau, mais je vais vous donner quelques exemples de choses qui existent qui sont intéressantes. Ça, actuellement, c'est des dispositifs qui sont vendus aux villes. C'est des dispositifs qui sont également vendus aux particuliers et des dispositifs qui prennent de multiples formes. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple d'une boîte qui s'appelle Vivienne qui fait ce qu'on appelle de la VSI, c'est la vidéosurveillance dite intelligente. C'est plus de l'image. Alors là, je vais vous faire un petit peu peur. Donc ces gens, ils sont certainement outillés parce qu'ils ont des téléphones mobiles. Donc théoriquement, on peut connaître leur position. Alors, il est probable qu'eux-mêmes nous renseignent énormément sur ce qu'ils font avec leur activité sur les réseaux sociaux. Nous, nos yeux, ils voient une image là-dedans. Mais un ordinateur, lui, et une caméra qui est bien programmée, et des millions de caméras qui sont branchées sur les ordinateurs, comme c'est le cas dans des grosses villes comme New York, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont être capables, par exemple, de suivre indépendamment les unes des autres, le trajet de chacune des personnes dans la foule. D'accord? À la volée, sur des milliers et des milliers de personnes. Elles vont être capables de faire autre chose qui est beaucoup plus perturbant. Et j'ai vu hier une offre à 900 € sur un logiciel. Et c'est qu'on va en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'elles vont détecter des comportements considérés comme hors normes. Donc je vais vous donner un exemple très simple. Actuellement, dans les caméras du métro de Londres, et vous observerez aussi ce point en corrélation avec le règlement du métro rennais. Dans le règlement du métro rennais, il est écrit que vous devez monter dans le métro suivant. Vous ne devez pas rester sur le quai, vous devez monter dans le métro suivant. Et bien le système de vidéosurveillance du métro de Londres, il détecte quand il y a des gens qui ne montent pas dans les rames de métro. Et quand il y a des gens qui ne montent pas dans les rames de métro ou qui restent assis dans les couloirs de métro, ce comportement n'est pas normal. Puisque quand on va dans le métro, c'est pour voyager. Et donc là, automatiquement, ça indique le quai, le numéro de banc, et l'euro d'attache par SMS au vigile le plus proche en localisation GPS de ce quai. Ça fonctionne depuis des années. Donc, une question, au départ, on pourrait se dire, si on n'utilise pas numériquement le corps lui-même pour piloter ces objets autour de lui, on peut peut-être rester des corps qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui ou avoir peut-être plus d'égalité, peut-être rester, j'en sais rien, plus humain, certains diront. Mais le corollaire, c'est que la réalité, pour avoir le contrôle de ces objets communiquant autour de nous, sans équiper notre corps, ça veut dire que c'est l'environnement autour de nous qui s'équipe pour le surveiller, pour utiliser ses attitudes et ses identités. Donc derrière, on a cette question, c'est si on sacralise le corps pour conserver une sorte d'intégrité physique, est-ce qu'on sera pour autant plus libre dans un environnement qui traque ces corps et puis qui décode leurs attitudes, leurs comportements individuels et collectifs? Et en tâche de fond, histoire de vous faire encore moins rire, je dirais qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un truc bizarre qui s'appelle le data. Le data, c'est des choses qui sont enregistrées. D'accord? Donc c'est toutes les photos qu'on envoie sur Facebook, c'est tous les petits statuts qu'on met sur Twitter, c'est tout ce qui est stocké, ça peut être toqué pour certains, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les objets en stockent énormément. Donc ça peut être les passages à des portillons de métro, ça peut être des images de vidéosurveillance. Actuellement, 90% du data qui existe sur la planète, en quantité de la totalité du data, a moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, on a collecté plus de data. D'accord? Que depuis que l'informatique existe. On a collecté plus de données. Donc, aujourd'hui, C'est toutes les données. aujourd'hui,
le débat sur l'usabilité, la place des données personnelles, ce qu'on veut en faire et la prise de conscience des gens sur la densité de ce réseau qui se maille autour d'eux, à mon avis, est un petit peu en deçà des enjeux, alors que ceux qui ont des intérêts industriels ou politiques à l'utilisation de ces technologies en sont suffisamment conscients pour mettre des moyens très conséquents dans leur industrialisation. Quand je dis très conséquent, ça veut dire qu'on a des sociétés d'excellence en France qui ont fourni depuis très longtemps tout le système de cybersurveillance pour les fameux, on va dire, les régimes politiques, par exemple, du Maghreb, qui se sont retournés récemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des industriels qui mettent énormément d'argent dans les implants intradermiques communicants qui pourraient être industrialisés sur les hôpitaux. Ça veut dire que demain, si les diabétiques ont des implants qui communiquent avec le web, celui qui peut les pirater peut les menacer de vie et de mort. Donc ça, aujourd'hui, c'est des questions qui me paraissent intéressantes à apporter sur la place citoyenne. Alors, ce qu'on essaye, nous, c'est de le faire avec une boîte de chocolat. Peut-être auriez-vous de meilleurs outils ou de meilleures idées. Et donc, en bref, on pense que ce qui serait intéressant, ce serait très probablement de détourner des outils. Par exemple, détourner des réseaux de caméras surveillance et montrer à des gens d'autres choses pour qu'en rigolant, ils se rendent compte de la manière dont ils sont traqués et pouvoir débattre aussi peut-être des lois ou d'usages qu'on doit en faire ou pas en faire, ou peut-être même les supprimer. À voir. C'est de débattre avec des gens qui connaissent rien à l'électronique, etc., de ce qu'on peut faire. Nous, on fait des prototypes qui s'accrochent sur la main. On fait des lunettes de réalité augmentée où on voit les rues de Rennes avec tout ce qui est posté sur les réseaux sociaux qui se mettent dans un chapeau avec des sparadraps, du scotch et qui marchent. Et donc les gens marchent dans la rue avec. Et ça, on le fait 1 an avant les Google Glasses. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu de débat public autour de cet aspect. Je vous ai dit, pour moi, il est uniquement une des multiples facettes que j'ai évoquées auparavant. Et maintenant, à vous la parole, place au débat, et merci pour votre attention. Merci.